On a voulu se poser une question et pour ce faire, on a voulu contacter une professionnelle en la matière. Je rappelle en plateau avec nous Céline Bory, journaliste, Karima Perroni, également journaliste, Faiza Ben Mohamed, également journaliste, et Warda Saadoudi qui fait partie du mouvement féministe populaire. Avec nous en ligne, Ouiam Maghribi, qui est psychologue clinicienne. La question est toute simple, Ouiam. Comment on va détecter justement le profil d'un agresseur? Comment apparaissent les premiers signes de quelqu'un qui va exprimer une certaine violence envers son épouse? Et c'est là où le bas blesse, c'est que votre question, elle montre clairement la grande difficulté que beaucoup, la grande angoisse aussi, et la grande difficulté que beaucoup éprouvent à pouvoir cibler, identifier un potentiel agresseur. Il n'existe pas de profil clair et net de l'agresseur. Je vais essayer de vous donner des petites clés. En réalité, les personnes les plus à même, les plus adéquates pour identifier un agresseur, c'est celles qui sont elles-mêmes victimes d'agression, et c'est l'entourage de ces victimes qui vont pouvoir identifier un changement d'attitude et de comportement de ces victimes. Alors, ce qu'on sait en tous les cas, c'est que le potentiel agresseur, ou en tout cas le potentiel criminel ou assassin, en tout cas à l'origine de féminicide, il va avoir on va avoir deux types de profils qui vont se dessiner. Soit c'est quelqu'un qui va avoir un trouble de la personnalité, soit c'est quelqu'un qui va avoir un trouble mental. Alors je vais employer des grands termes, mais il faut que je vous explique, parce que effectivement il faudrait plusieurs heures pour définir le profil de la victime pour pouvoir avoir une idée de qui serait potentiellement l'agresseur. Donc les deux profils, en gros, je vais essayer vraiment très rapidement de schématiser. Ça va être soit un trouble de la personnalité, donc ça ne se voit pas, on ne peut pas l'identifier l'agresseur. C'est quelqu'un qui, au niveau de son fonctionnement cognitif, affectif et social, va présenter ce qu'on appelle donc un trouble. Soit il aura un trouble de la personnalité borderline, soit il aura un trouble de la personnalité narcissique ou pervers. Donc leur dangerosité à ces hommes-là, elle ne va se voir qu'au sein du couple. C'est quand il est en couple, quand il est avec une femme, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir mettre en évidence, en tout cas la victime va pouvoir se rendre compte que cet homme est dangereux. Ensuite, vous avez un autre profil, qui est celui qui présenterait un trouble mental. Donc là, ça se voit. C'est ce qu'on va retrouver chez des personnes qui sont soit psychopathes, donc c'est des personnes qui vont avoir des accès de colère avec destruction et qui sont en général sujettes qui vont avoir en règle générale des problèmes avec la justice, soit on va retrouver ça chez des personnes qui sont potentiellement psychotiques, des personnes qui vont avoir un trouble schizoaffectif, ce qu'on appelait anciennement les borderline, soit c'est ce qu'on va retrouver chez des schizophrènes ou chez des personnalités mélancoliques ou démentes. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que, à mon sens, on n'en parle pas assez. Parmi en tout cas les 101 femmes qui ont été victimes de féminicide cette année, depuis 2019, on a quand même un grand pourcentage de personnes qui sont âgées. On n'en parle pas suffisamment, mais les femmes victimes de leur mari qui ont un âge assez avancé sont souvent des victimes de maris qui eux-mêmes sont âgés, et souvent ils sont victimes ils présentent ce qu'on appelle une démence, c'est-à-dire une dégénérescence des cellules du cerveau, ou au contraire vont avoir un syndrome démentiel carentiel, c'est-à-dire une carence en vitamine B12. Donc on a deux profils, ce qui ne se voit pas et ce qui se voit. Ce qui se voit, c'est ce qu'on va retrouver chez le psychotique. Donc c'est ce que je viens de décrire. C'est une personne qui va être délirante, démente, qui va présenter des symptômes francs, clairs, il se voit, il n'est pas normal, en gros. Soit ça va être quelqu'un de psychopathe, et lui il a des problèmes avec la justice, et on le sait, et il est connu pour ça, pour avoir ce qu'on appelle des raptus. Donc voilà, on peut déjà distinguer ces deux gros profils, en sachant que le plus compliqué, c'est celui qui va avoir un profil de trouble de la personnalité, puisque ça ne se voit pas. Très bien. Alors, petite réaction peut-être chez Karima, Warda, Céline ou Faiza sur ce qui a été donné en matière d'explication. Oui, une question déjà, ces profils, ils sont clairement, elle les a très bien expliqués. Maintenant, il y a plusieurs années, quand un homme tue une femme, on parlait de crime passionnel, donc c'est-à-dire l'amour. L'amour du jour au lendemain, on comprend pas l'homme qui pète un câble
Et est-ce que aujourd'hui on peut remettre en cause ce terme-là? Il n'y a pas d'accident quand on porte la main à une femme et d'autant plus quand on la tue. Il n'y a pas d'accident. Il faut le rappeler cette réalité. Il faut bien il faut bien dire que la plupart des hommes qui tuent leurs femmes, par exemple en 2017, sont des Français âgés de 41 à 50 ans, souvent. Donc assez âgés, quoi. Voilà, souvent mariés, qui refusent la séparation. C'est souvent pas prémédité, mais c'est souvent c'est selon les chiffres de la police et de la gendarmerie. Hein. Oui, on est bien d'accord. C'est pas exactement ça dans la réalité. Je parle des chiffres de 2017. Je parle pas. On n'a pas d'analyse claire sur les 101 féminicides. Ce sont des chiffres qui sont rapportés par la police et la gendarmerie. Oui, tout à fait. On parle de femmes mortes, donc les enquêtes sont établies par la police et la gendarmerie. Après, il y a des procès qui permettent d'avoir des éléments. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que souvent il y a déjà un contexte de violence, donc il n'y a pas de préméditation. Donc c'est pour ça qu'on construisait un peu le crime passionnel, etc. autour de genre il l'a surprise, elle le quitte, il l'a pas supporté, etc. Il y avait déjà un climat de violence. Moi, ce que je peux dire aux femmes qui peuvent avoir des doutes quand elles commencent une relation avec un homme, voir comment il parle de ses anciennes relations, parce que souvent un homme qui est violent avec une femme a été déjà violent avec une autre. Ouais, genre je lui ai mis une petite gifle là, parce qu'elle m'a énervé, quoi. Voilà. Il va pas l'expliquer comme ça, mais ce qui dans la réalité est très grave, est très rare, parce que souvent ce sont des hommes qui se victimisent, qui se présentent comme étant les pauvres petites créatures qui ont été manipulées par leur ex-femme ou leur ex-conjointe. C'est très très rare. Qu'ils disent clairement et franchement qu'ils ont été à l'origine d'une agression. Oui, mais souvent, par exemple, ils peuvent expliquer aussi qu'ils voient plus leurs enfants parce qu'il y a eu un abus de la justice, etc., etc. Essayer de rencontrer ses amis, de voir un petit peu, voir la famille. C'est ça qu'on constate, c'est que souvent, moi, j'héberge des femmes victimes de violences. J'en accompagne une centaine par an. J'héberge à peu près 17 femmes et enfants parce qu'on est j'ai une autre association qui s'appelle Home. Et dans les accompagnements, les femmes, quand elles décident de partir, elles se voient en ayant discuté un peu avec la famille, avec des proches, qu'il avait déjà eu des comportements violents vis-à-vis de femmes. Et pour certaines, au-delà de la victimisation, elles entendent pas. Il dit que il a peut-être tapé, etc. Il y a pas que des hommes qui se victimisent. Il y a aussi des hommes qui disent que ils ont eu des conflits. On normalise des fois de se bagarrer avec sa femme ou des choses comme ça. Donc il faut bien voir un peu que. Au sujet des signes. Je vais me permettre. Attends, bouge pas, oui. Karima, vas-y. Pardon. Au sujet des signes avant-coureurs, parce que finalement c'est très difficile d'établir effectivement un profil. Oui. Pour autant, parmi les femmes aussi, qui sont malheureusement mortes cette année, il y a aussi plusieurs fois des hommes où c'était la première fois en fait qui portaient la main et ça a été la fois qui a été fatale. Il faut aussi parler des violences. Moi, je pense des violences psychologiques et émotionnelles, parce que la spirale de la violence commence pas à la première. Tu parles de première violence, mais elles ont peut-être pas porté plainte, mais il y avait un climat de violence parce que c'est dans la sphère intime. On ne sait pas. Tu vois, mais ça, on dit qu'ils n'ont pas eu affaire à la justice. Alors la violence, la violence psychologique. Alors, juste simplement, je voudrais revenir sur le fait qu'il y ait un jour passage à l'acte. Ça, en psychologie, c'est ce qu'on appelle un raptus, c'est-à-dire un moment où la personne va perdre le contrôle d'elle-même. Elle va être dans une espèce d'impulsion, c'est-à-dire un désir soudain de violence. Cette personne, elle va avoir une envie qui est complètement impossible à raisonner. Ça va amener au passage à l'acte. C'est quelqu'un qui va être, si vous l'observez, et souvent c'est ce qu'expriment les victimes d'agression, la personne en face d'elle, elle est comme un robot en fait. Elle a une attitude presque automatisée. On voit que c'est à ce moment-là, la personne elle a absolument plus conscience des conséquences de son passage à l'acte. Ça, il faut bien comprendre que ce raptus, absolument tout le monde peut un jour être dans ça. Maintenant, il y a des personnes qui sont beaucoup plus prédisposées à ça. Il y a des signes avant-coureurs qui nous permettent, en tout cas nous, de présager ce raptus, donc ce passage à l'acte. Et très souvent, les personnes qui sont beaucoup plus à même à aller vers ça, ce sont des personnes qui savent pas identifier leurs émotions, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à gérer, à contrôler leurs affects, donc leurs émotions, leurs pulsions, leurs sentiments. C'est des personnes qui ont un problème au niveau de la communication, et c'est pas le dialogue, c'est vraiment au niveau de la communication. C'est des personnes qui sont pas du tout communicantes sur ce qu'elles ressentent, sur ce qu'elles vivent, et donc forcément elles vont être complètement indifférentes à ce que leur épouse, leur femme, leur victime peut elle ressentir. Ils sont
absolument incapables de faire preuve d'empathie. Donc c'est des personnes qui contiennent, elles gardent en elles leur violence, et à un certain moment, elles vont ressentir une espèce de tension interne, une espèce de violence insupportable, qui fait que cette personne, donc cet agresseur, ne va plus supporter de voir l'autre en face de lui. Il va plus supporter que sa conjointe parle ou même qu'elle se taise. Il va être dans une espèce de projection sur sa victime, de la cause, en tout cas de la responsabilité de son mal-être. Et c'est là où il y a passage à l'acte, c'est-à-dire que il va donner des coups, qu'il utilise un instrument ou pas d'instrument, il va agir, et donc il va être dans le raptus parce qu'il est absolument incapable de faire cesser cette espèce de pression intérieure qu'il ressent, et sa seule possibilité pour lui de s'en libérer, ça va être de la déverser sur sa victime. Donc on a des signes avant-coureurs. Si un homme fait preuve de violence verbale ou physique, quelle qu'elle soit, la plus minime, il faut bien comprendre que s'il en est arrivé là, il va y avoir une escalade de la violence, c'est sûr et certain. L'homme ne passera pas au coup sans qu'avant, en fait, il y ait déjà eu des mots, sans qu'avant il y ait déjà eu des scènes, sans qu'avant il y ait déjà eu des tensions latentes. C'est petit à petit, en fait, qu'on va arriver Excuse-moi de te Karima. couper. Est-ce qu'on peut rappeler le cycle de la violence, parce que ça a vraiment été très déterminé, toutes ces phases, en fait, voilà, de positif et de négatif, où la femme au début est exaltée et puis ensuite elle est complètement rabaissée, et puis ensuite il y a la phase de la lune de miel. Exactement. Au départ, alors rapide William, parce que le temps passe vite. Oui, bien sûr. Au départ, la femme va, la victime, elle va être dans une espèce de phase de séduction. L'agresseur va la séduire. Ça va être ce qu'on appelle la lune de miel. Très souvent, d'ailleurs, l'agresseur, il va se présenter comme je disais tout à l'heure, une petite chose toute fragile, il va chercher à la séduire. Il va faire en sorte, en fait, qu'elle soit dépendante de lui. C'est-à-dire qu'il va susciter en elle son désir d'aider, de faire preuve d'empathie. Il va lui faire croire que elle est son monde. Il va être extrêmement gentil. Il va la mettre en confiance. Il va en fait, en la mettant en confiance et en comblant ses besoins affectifs, il va la sécuriser et progressivement il va l'isoler. Quand elle va être complètement sous le contrôle de son agresseur, la femme va renoncer à tout ce qu'elle a aimé, tout ce qu'elle aime dans la vie, et notamment ses proches. Il va chercher à l'isoler, que ce soit son travail ou ses hobbies, ses activités. Petit à petit, il va l'éloigner de tout ce qui peut de tout ce qui peut être un bien pour elle. C'est comme ça, en fait, qu'il va avancer dans la manipulation. Il va petit à petit mettre en place donc toutes les techniques de manipulation que très probablement vous avez évoquées. Et une fois que sa victime est vraiment sous emprise, qu'elle est absolument incapable de penser par elle-même, à partir du moment où elle est dans la dénégation de ses propres pensées à elle, ses désirs, de ses besoins, une fois qu'elle est complètement dans la négation de ce qu'elle est, en tant que personne, c'est là où l'agresseur va commencer à montrer son vrai visage, et c'est là où les tensions vont commencer à apparaître. C'est là où il va générer de la peur chez sa victime, et où on va pouvoir voir dans un troisième temps l'explosion de la violence. Ouais. L'explosion de la violence, une fois qu'elle est sous emprise, son agresseur, il va chercher à la justifier. Il va la justifier en culpabilisant la victime, mais jamais en se remettant en question, parce qu'il est absolument incapable de ressentir de la culpabilité. Il peut éventuellement ressentir de la honte parce que c'est son narcissisme qui a été froissé. Donc, à aucun moment il ne va dire pardon, je suis le responsable. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Ce sera toujours soit des facteurs externes, soit c'est à cause de je suis fatigué, je suis malade, je suis stressé, soit c'est parce que tu n'as pas fait ou tu n'as pas dit ou tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Sauf que à ce moment-là, quand il a été trop loin dans sa violence, quand d'un seul coup la femme qui est sous emprise se rend compte que c'est pas de l'amour, c'est pas possible, il va chercher à faire renaître l'espoir. C'est-à-dire qu'il va lui laisser penser que ça peut changer, que ça peut s'améliorer, et donc là on retourne dans les phases de lune de miel. Là, c'est quoi la réalité sur le terrain? Non, ce que je voudrais dire, moi, c'est que vraiment il faut essayer. Donc il y a l'isolement, il y a la privation de la liberté, il y a la surveillance, il y a plein de facteurs qui permettent. Et surtout, ce qu'il faut dire aux femmes, c'est que quand on est amoureuse, des fois on perd un certain nombre de repères. Ça rend aveugle, on s'engage dans une relation, et donc on espère que ça va marcher. On prend des décisions, des fois vis-à-vis de sa famille, on fait des choix qui sont pas notre famille est pas toujours d'accord.
Ce que je dis, c'est que à partir du moment où il y a de la violence, faut toujours en parler à quelqu'un. Ouais. Essayer en tout cas, dans la mesure du possible. Voilà, Bon. avoir quelqu'un de l'extérieur qui peut vous donner un avis, et ça commence par des petites choses, donc la surveillance, le temps d'entrée, de sortie, etc., etc. Ouais. Donc, Et même plus que d'en parler à quelqu'un, il faut en parler bien sûr à quelqu'un parce que il faut être entendu, il faut pouvoir être en échange avec une personne qui fait preuve d'empathie, de personnes qui les valorisent, qui les narcissisent. Surtout éviter le plus possible. Et là, je m'adresse vraiment aux femmes qui sont potentiellement dans cette situation. Éviter d'en parler à son entourage à lui, parce que c'est très rare que l'agresseur il ait une mauvaise image à l'extérieur. Souvent, l'image que les autres ont de ce mari, et elle-même, la victime, elle concourt, elle fait en sorte que ce conjoint, il garde toujours une bonne image. En tout cas, ça reste une image faussée. Donc, c'est très rare que l'entourage de cet homme puisse vraiment les entendre. Moi, je voudrais juste dire une chose. William, rapide, parce qu'on est super en retard. Là-dessus, vraiment, promis. Je voudrais juste dire une chose. Et là, je m'adresse vraiment aux femmes qui sont en train de vivre cette situation, parce que c'est ce que je vois moi chez ma patientèle et des femmes que je reçois en consultation. Je veux vraiment qu'elles entendent que cet homme qui leur a manqué de respect, qui les a violentés, qui les isole, qui les prive financièrement, qui les prive affectivement, que ces hommes qui, même une seule gifle, c'est déjà trop, cet homme ne l'aime pas. Elles ne sont pas aimées. Elles confondent la passion avec l'amour. Un homme qui vous aime, va être un homme qui va s'intéresser. J'ai besoin d'entendre Oui, aussi Karima. Warda. Un homme qui vous J'ai besoin aime. d'entendre Warda qui est aussi sur le terrain. Oui, t'inquiète pas, on va l'entendre. Je veux juste finir là-dessus. Vas-y, finis, William. Un homme qui vous aime va s'intéresser à votre cognition, il va s'intéresser à vos pensées, il va s'intéresser à la façon dont vous percevez le monde, il va vous accorder de l'importance, il va vous écouter, il va être dans le dialogue, dans l'échange avec vous. Un homme qui vous aime va s'intéresser à vos émotions, il va s'intéresser à vos affects, il va faire preuve d'empathie vis-à-vis de vous. Si vous êtes triste, il est triste. Si vous êtes heureuse, il est heureux. Un homme qui vous aime va s'intéresser à vos besoins, véritablement, à vos désirs, à vos attentes, à vos projets, à vos rêves, et il va faire en sorte de concourir à les satisfaire, vos besoins. Merci, William. Et surtout, un homme, et dernière chose, un homme qui vous aime vous protège, il défend vos droits et en aucun cas, il ne transgresse vos droits. C'est vrai. En aucun cas, un homme qui vous aime ne vous fait du mal. Jamais. Merci, William Maghrebi, pour